Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver. Dans l'actualité de ce vendredi 19 novembre, les feux tricolores du front de mer sont en service depuis une dizaine de jours. Ils doivent fluidifier la circulation et sécuriser le passage des piétons à Papeete. Est-ce qu'ils remplissent leur mission? Nous allons le voir dans ce journal. Y aura-t-il une grève ou non le 24 novembre prochain? Les négociations entre principalement les 4 confédérations syndicales dépositaires du préavis et le pays ont lieu depuis hier. Après une suspension, elles ont repris cet après-midi. Elles reprendront de nouveau demain. Nous ferons le point avec Caroline Fari sur place. Le prix du fret mondial, qu'il soit maritime ou aérien, a énormément augmenté depuis la pandémie du Covid-19 et les conséquences se ressentent sur le porte-monnaie des consommateurs. Nous vous expliquerons le cœur du problème et ses conséquences sur notre économie. Demain, 20 novembre, c'est la Journée internationale des droits de l'enfant, l'occasion de valoriser les actions éducatives menées par les enseignants et les acteurs de l'enfance tout au long de l'année. Dans cette édition, nous vous proposons une rencontre avec le personnel du centre Temaru Pereirão. Et avec notre invitée Véronique Mercadal, directrice générale de l'association Emauta, nous parlerons plus en détail de la situation de ces enfants en détresse et de la réalité du travail d'accompagnement. Ils sont 4 académiciens à avoir intégré le Farivan 1, John Meirei, Pauline Niva, Tomater Iteporuarei et Emmanuel Nauta. Chacun dans son domaine a l'ambition d'apporter sa pierre à l'édifice de la langue tahitienne. Merci d'être avec nous. Ils sont en service depuis le 8 novembre. Les 3 nouveaux feux tricolores du front de mer régulent désormais la circulation quotidienne au sein de Papeete, la capitale, de près de 100 000 véhicules. Ils doivent aussi servir à sécuriser le passage des piétons. Alors, plus de 10 jours après leur inauguration, est-ce que ces feux tricolores font l'unanimité? La réponse dans ce reportage de David Chang, Vito Tapo et Jérôme Lee. Ce père de famille fait le chemin jusqu'à l'école avec ses enfants tous les matins. Il empruntait ce passage piéton avant l'installation des feux tricolores. Et pour lui, aujourd'hui, il n'y a aucune différence. Dans mon quotidien, effectivement, à mon niveau, ça ne change pas grand-chose vu que j'habite pas très loin du centre-ville. Donc, les gens sont quand même... Il y a une certaine civilité qui est instaurée ici. Donc les gens, ils s'arrêtent assez naturellement pour laisser passer les piétons. Les feux sont organisés de façon à ce que les piétons n'attendent pas plus de 2 minutes. Mais une fois que le petit bonhomme passe au vert, il faut traverser en moins de 20 secondes. Rouge piéton. C'est un peu trop rapide. Imaginez les enfants, ceux qui sont en trottinette et tout, les parents qui freinent. Ils n'ont pas le temps de traverser, ils sont coincés en plein milieu. J'en vois un qui attend à regarder comme la dame. Elle attend au milieu parce que le feu est passé au rouge trop rapidement. Certains ont trouvé la parade, comme Richard, 71 ans, qui ne perd pas la moindre seconde. Quand on est arrivé, on a vu vert, on s'est dit, bon, il faut se dépêcher. Non, on ne se dépêche pas. On sait combien de temps ça va durer à peu près. C'est pas la peine de se presser. Voilà. Le ministère de l'Équipement a réduit l'attente des véhicules au minimum. Et pour éviter d'arrêter ces derniers 2 fois de suite, les signalisations passent au vert les unes après les autres et seulement si nécessaire. Si personne n'appuie sur les 3 feux, les feux restent au vert. Si n'importe quel piéton de n'importe quel feu, que ce soit côté mer ou côté montagne appuie, on enclenche largement une phase de fermeture des feux sur les 3 feux. Et quand les feux se rallument, la l'onde verte se crée pour les véhicules. Je fais tout le temps cette route-là. Et là, tu as l'impression que tu as gagné du temps? Oui, je gagne plus de temps. Mais tu vois pas, ça fout la merde. Pourtant, ça ralentit? Carrément. C'est une très bonne chose, mais après, ça crée beaucoup de circulation, aussi à la fois. L'étude de ce dispositif a duré 6 mois. Il est encore en phase d'observation. Le but est de faciliter le plus possible la circulation des piétons, du moins de ceux qui empruntent le trottoir. Le préavis de grève générale déposé mardi par les confédérations syndicales CSTPFO, CSIP, OERIMA et OTHEI doit être effectif le 24 novembre prochain si aucun accord n'est trouvé entre-temps. 14 secteurs d'activité de l'économie polynésienne et tous les services de l'administration sont concernés par cette grève générale illimitée. Les négociations ont lieu depuis hier à la présidence et cet après-midi, coup de théâtre pour la reprise. Les syndicats ont quitté la table des négociations, mais ils ont prévu de revenir demain. Caroline Fari, que s'est-il vraiment passé aujourd'hui?
Oui, Marouki, pas d'accord aujourd'hui. Les discussions ont débuté à la présidence à 16h, très précises, entre l'intersyndicale et les ministres René Temearo et Yvonique Raffin. Le président Fritsch n'était pas présent à la table des négociations aujourd'hui. Vers 17h45, on a vu sortir de la présidence Cyril Legaïc de la CSIP, très mécontent concernant un point en particulier. Il s'agit de la gouvernance de la PSG. Les autres syndicats ont suivi environ un quart d'heure après. Et nous sommes ce soir avec Lucie Tifna du syndicat Auteuil. Bonsoir Lucie. Bonsoir. Alors Lucie, expliquez-nous qu'est-ce qui achoppe au niveau de cette gouvernance de la PSG? Ce n'est pas vraiment le mode de gouvernance, c'est surtout le régime universel qui nous est présenté par le projet de loi de pays, et qui parle également de la gouvernance. Qu'est-ce que vous reprochez à ce projet? Parce qu'il n'y a jamais eu d'accord entre les partenaires sociaux et le gouvernement pour effectivement proposer la réforme effectivement de la PSG avec un régime universel. Donc le gouvernement, qu'est-ce qu'il vous a dit aujourd'hui? Est-ce qu'il est prêt à céder quelque chose là-dessus? Je ne crois pas, puisque effectivement les centrales syndicales plus ou moins n'étaient pas plus ou moins d'accord. Aujourd'hui, il y a unanimité entre nous de dire non, effectivement, à la mise en place de ce régime universel qui a donné lieu effectivement à cette réforme concernant le mode de gouvernance. Alors Cyril Legaïc est sorti avant vous, ça veut dire que vous n'étiez pas tout à fait d'accord au sein de l'intersyndicale? Non, Cyril, il a l'habitude de mettre la pression un peu pour que les négociations avancent. Effectivement, on a l'impression de tourner en rond avec les deux ministres qui étaient face à nous. Donc le président n'étant pas là, voilà. En tout cas, il y a un consensus entre vous? Il y a un consensus, effectivement, non, effectivement, au régime universel, parce qu'on ne pourra pas dissocier ce qui relève de l'assurance et ce qui relève de la solidarité. Le problème, il est là. Merci beaucoup Lucie Tifna d'avoir répondu à nos questions. Les deux partis ont convenu de se retrouver demain à la présidence à 10h. Marouki. Merci Caroline Fari, merci également à Jacques Damour à la caméra. L'augmentation est exponentielle et les conséquences se répercutent sur votre porte-monnaie. Depuis le début de la pandémie, il faut compter plus de 650% d'augmentation pour le prix d'un conteneur de 40 pieds. C'est une moyenne mondiale pour le fret maritime. Cela fait donc quelques mois que les marchandises importées ont subi des augmentations. L'économie polynésienne n'est pas épargnée. Brigitte Olivier et Hiro Terorotua nous en disent davantage. Les prix augmentent, les clients sont mécontents, tout le monde se plaint. Mais les commerçants n'y sont pour rien. Les armateurs font payer de plus en plus cher le transport des marchandises. En cause, le ralentissement des échanges durant la crise Covid, puis la reprise soudaine avec une demande accrue des consommateurs frustrés. Et il ne faut pas rêver, les coups d'avant, c'est compromis. On pourrait les retrouver, mais malheureusement pas à très court terme, parce que pendant 2 ans, les gens ont assez peu consommé. Et aujourd'hui, ils rattrapent le temps perdu. Et donc, il y a une loi de l'offre et la demande qui est complètement inversée. Et tant que cette envie d'acheter n'est pas terminée, les prix de fret vont malheureusement rester très élevés. Sur la carte du monde, la Polynésie est toute petite, son marché minuscule. Le pays très dépendant des marchandises extérieures taxe l'importation, mais aussi le prix du transport. Personne ici ne peut concurrencer les très grandes entreprises mondiales et il faut s'aligner sur la surenchère qu'elles proposent pour être prioritaire. La Polynésie dans le commerce mondial, c'est une goutte d'eau dans l'océan, c'est rien, on ne représente rien. Mais on n'est pas moins impacté que le consommateur européen, le consommateur américain. Je dirais que oui, en Asie, des gens mettent des billets pour avoir leurs marchandises plus rapidement. Mais c'est la loi de l'offre et de la demande. Il y en a qui sont plus réactifs. Malheureusement, ce n'est pas toujours très juste. Mais on n'a pas le choix. Ici, on vit d'importation. Donc voilà, il faut faire avec. Conséquence, les commerçants répercutent le surcoût du fret et les produits à faible valeur sont les plus impactés. Qui va payer en bout de chaîne ? Naturellement le consommateur, bien sûr, mais nous n'avons pas le choix. Nous, en tant qu'importateurs, en tant que commerçants,
on n'a pas d'autre moyen que d'augmenter les prix, sinon on ferme la boîte et du coup on n'aurait même pas d'appro du coup. On est obligé d'accepter en fait le tarif de fret. Ce qui est malheureux, c'est qu'on accepte le tarif de fret parce que sinon la Polynésie souffrirait à la fois de faim et du coup à ce moment on n'aurait même pas d'approvisionnement. Donc c'est dingue. Dingue, oui, et les consommateurs en savent quelque chose. C'est le prix à payer pour être un confetti dans la grande lessiveuse de la mondialisation. Le port autonome de Papeete dispose désormais d'un bateau entièrement équipé pour le ramassage des débris flottants. L'établissement a investi 11 millions pour la conception de ce bateau à double coque en aluminium doté d'un panier amovible qui peut récolter jusqu'à 1 tonne de déchets plastiques et végétaux dans la rade de Papeete. Bran Kinkis, chargé de l'environnement au port autonome, nous détaille son utilisation au micro de Vito Tapo. Après chaque forte pluie, les rivières qui sont situées à l'est du port charrient un grand nombre de déchets végétaux et plastiques qui viennent en fait s'accumuler sur nos quais. Donc on cherchait un moyen ingénieux de pouvoir ramasser ces déchets-là. On les a ramassés longtemps avec un panier, c'était pas assez efficace. Donc on a décidé d'aller régler ce problème-là au plus proche du problème et d'aller donc en mer chercher les déchets dans la rade. La Journée internationale des droits de l'enfant, c'est demain, samedi 20 novembre. Pour la petite histoire, c'est en 1989 que l'ONU a adopté à l'unanimité la Convention relative aux droits de l'enfant. Cette journée est symbolique. Elle a été célébrée cet après-midi au Jardin de Paufai. L'occasion de valoriser les actions éducatives menées par les enseignants et les acteurs de l'enfance tout au long de l'année. Le message principal de cette journée du 20 novembre, les enfants ont des droits aux adultes de garantir leur respect, car en France, 50 000 enfants et adolescents sont victimes de maltraitance chaque année. On compte annuellement plus de 200 mineurs victimes de violences en Polynésie. L'association Emauta, présidée par Manute Agé, gère 6 établissements destinés à leur accueil, dont Temaru Pererau traduisait les ailes protectrices, car le but est avant tout de les protéger. Le récit de Natacha Silagi sur des images de Nicolas Suire. Perdu, il demande est-ce que tu es perdu? C'est l'amour qu'ils ont perdu chez eux et qu'ils reçoivent ici. De 10 à 20 enfants selon les périodes, sans famille de sang à leur côté, mais entourés d'une vraie famille de cœur. Il y a des carences affectives, des carences en termes de santé, il y a de la maltraitance bien sûr. Puis après il y a, on va dire, des parents qui ont besoin d'être accompagnés parce qu'il n'y a pas de coupure avec le lien familial. Allez les enfants, maintenant c'est les études! Alors les éducateurs tentent de ramener les parents dans leur rôle. En attendant que le lien se refasse, les familles séparées sont prises en main par les spécialistes. Je pense qu'on ne naît pas parent, c'est pas inné. On n'a pas de mode d'emploi direct quand on attend un enfant. Et effectivement, ça peut être ce manque d'outils, d'apprentissage de ce qu'est être parent. Il faut d'abord redonner confiance. Les professionnels n'hésitent pas à se servir de ce qui fait vibrer les enfants pour les voir sourire. La passion des langues en fait partie. C'est un moyen d'entrer en relation, il y en a plein d'autres, d'entrer en relation avec les enfants, mais c'est vrai que c'est un moyen, la langue c'est un moyen. Et moi, comme je viens de la Suisse et du coup je parle aussi un peu l'italien et d'autres langues, en fait j'aime bien leur apprendre des mots aussi dans les autres langues. Donc ils me demandent toujours comment on dit en italien ça, madame. Et du coup, c'est un peu un jeu entre nous de parler plusieurs langues, d'apprendre des mots l'un et l'autre. Les enfants sont tous scolarisés, ils ont entre 3 et 11 ans. Déplacements judiciaires ou administratifs pour les aider à se reconstruire, ici, au creux des ailes qui protègent. Et pour parler des droits de l'enfant, de la réalité en Polynésie et du quotidien des éducateurs des centres d'accueil, nous recevons Véronique Mercadal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice générale de l'association Emauta pour redonner l'espoir, oui. Association qui a pour mission d'administrer 6 foyers socio-éducatifs en faveur de populations en situation de détresse. On vient de le voir dans ce reportage, dans la prise en charge des mineurs, notamment au centre Temanu Pererau. Le lien avec les parents n'est pas coupé, bien au contraire. Votre accompagnement s'attache aussi à les inclure. Est-ce qu'il y a beaucoup de familles qui réussissent à remonter la pente? Oui, heureusement. Heureusement qu'il y a beaucoup de familles, grâce à cet accompagnement que nous faisons, mais pas seuls. Il y a beaucoup de partenaires, notamment les travailleurs sociaux de la DSFE, les référents,
mais ce sont des équipes pluridisciplinaires qui sont là pour accompagner les enfants et leurs familles pour justement renouer le lien. Et comme le disait mon collègue, c'est vrai qu'on n'est pas... Il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas de mode d'emploi, ce n'est pas inné d'être parent. Ça s'apprend, c'est un véritable métier. Et c'est vrai, autant il y a certains parents qui vont l'aborder simplement parce qu'il y a toute une histoire aussi. Hein. Chaque cas aussi est propre aussi. Chaque cas... Le placement judiciaire n'est pas pareil avec un placement administratif. Il y a une différence de traitement forcément. Oui, enfin une différence de traitement. Nous accueillons des enfants. Que ce soit d'un placement administratif ou judiciaire, nous accueillons des enfants. Dossiers, donc, nous devons les protéger, les sécuriser. Par contre, c'est vrai que lorsque c'est un placement administratif, dès le départ, on a l'adhésion des parents. Donc, c'est vrai que c'est peut-être plus facile. Ça dépend du motif du placement. Alors, votre association a aussi à charge des foyers destinés aux jeunes femmes, notamment le centre éducatif du Bon Pasteur, le foyer maternel Maniniura pour les adolescentes et jeunes femmes. Est-ce que vous accueillez justement beaucoup de jeunes femmes mineures en situation difficile? Oui, tout à fait. Au centre du Bon Pasteur, nous avons 20 places. Donc, ce sont des jeunes filles à partir de 12 ans, de 12 à 18 ans. Avec aussi leur propre histoire. Les capacités sont pleines des centres ou... Les capacités sont pratiquement pleines, et ceci toute l'année. C'est vrai que il y a des fluctuations, mais ceci toute l'année. Le foyer maternel Maniniaora à Maïna accueille des jeunes filles mineures, enceintes ou avec bébé. Donc là, c'est encore d'autres motifs, d'autres accompagnements, mais nous sommes là justement pour les aider à s'autonomiser. Elles ont tous ces enfants suivent, donc on a un projet éducatif pour chaque enfant et nous travaillons toujours avec la famille. Enfin, nous essayons. Merci en tout cas pour ces précisions, Véronique Mercadal. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de l'association Emauta. Oui. Et donc demain pour la journée des droits, la journée internationale des droits de l'enfant, donc le 20 novembre. On vous félicite et bravo encore pour le travail que vous effectuez. Merci à vous. Un rendez-vous littéraire à ne pas manquer, la 21e édition du Salon du Livre qui se poursuit jusqu'à dimanche autour du PEP de la Maison de la Culture. L'événement permet notamment des discussions et des partages d'expériences avec les auteurs à l'occasion de rencontres quotidiennes. Jacques Damour a rencontré justement ce matin Moyar Idarius, auteur du livre Tupuna, Voyage sur les traces des ancêtres Tahiti dans les îles, un ouvrage publié par la maison d'édition Au Vent des Îles et qui raconte la Polynésie et les Polynésiens depuis la nuit des temps et dans tous les domaines de la vie. Moyar Idarius nous détaille le travail fastidieux que ce livre a nécessité. Parcourir l'histoire de notre pays, c'est une grande aventure. J'ai eu beaucoup de livres à parcourir. Bien sûr, mon point de départ, c'est une formation que j'ai eue à l'université sur les patrimoines naturels et culturels polynésiens. Et parti de là, je suis partie sur Traces des ancêtres dans les livres, mais aussi à travers des expériences culturelles, la danse, la navigation, et également à travers tous mes voyages que j'ai pu réaliser dans les îles, archipels polynésiens, jusque dans le triangle polynésien. Autre événement culturel de taille, ce matin, la cérémonie d'intronisation des 4 nouveaux membres de l'Académie tahitienne. Pauline Niva, Thomas Teritepuruarei, Emmanuel Nauta et John Mairei ont prononcé leur discours à la présidence et à travers cette intégration au prestigieux Farivana, ils entendent poursuivre l'œuvre de leur père tout en apportant leur identité linguistique. Cybèle Plichard et Hubert Liao les ont rencontrés. Sous le regard de ses aînés, il se prépare à vivre son investiture. Les fondateurs de l'Académie tahitienne ont aussi été les tout premiers journalistes bilingues. John Martin, John Doom et Mako Tebane, Thomas Teritepuruarei s'inscrit dans cette lignée. Ils ont assisté à la création du premier JT en langue tahitienne. Ça, c'était en 1975. Compte tenu du fait que le pays, la société entrait dans la modernité, ils ont été obligés de suivre le mouvement, c'est-à-dire inventer des mots. À 61 ans, Pauline Niva est désormais la Benjamine du Farivana. Son expertise dans le domaine de l'éducation à la santé se révèle précieuse.
et Tano. Quand tu veux parler, par exemple, de la santé de la femme, ou tu as des liens avec les appareils génitaux, ou même des maladies, par exemple, quand on parle des règles douloureuses. Moi, ce que j'aimerais apporter, c'est vraiment d'aller fouiller et découvrir les mots justes pour partager ces informations avec la population. Fixer, normaliser et faire progresser la langue tahitienne, telle est depuis 45 ans la mission de l'Académie. Emmanuel Naouta, lui, veut encourager la transmission intergénérationnelle, car son constat est amer. Lorsque on se promène en ville, je m'adresse aux Polynésiens de souche en tahitien, ils me répondent en français. Donc c'est une situation que l'on trouve particulièrement à Papeete, mais ça a tendance à se développer de plus en plus vers le district. Le français, le tahitien, deux conceptions du monde, mais aussi deux musiques différentes. John Merey revendique son statut d'artiste. La poésie lui permet d'emprunter des chemins de traverse. C'est une langue orale et fluide. La langue tahitienne, quand elle est trop hachée, ça devient A. Par contre, quand on supprime volontairement quelques glottales, ça adoucit. Et c'est là que la poésie prend le dessus de la parole. Une proposition s'est glissée dans l'un des discours. Créer un musée de la télévision et de la radio. En faire un lieu de pédagogie des langues polynésiennes. Pour que le tahitien devienne lui aussi immortel. Culture toujours, la 50e édition du Salon des Marquises a ouvert ses portes aujourd'hui au Parc Expo de Mam'o. L'événement se déroule jusqu'au 28 novembre prochain. 70 artisans et exposants marquisiens y participent. Ils sont venus de Fatohiva, Hivaoa, Tahuata, Nukuhiva, Uapou et Uahuka. Au fil des journées, il y aura plusieurs concours de sculpture, notamment pour les heures d'ouverture du Salon des Marquises, 50e du nom. C'est entre 8h et 18h. C'est tout pour l'information ce soir. À retenir, y aura-t-il une grève ou non le 24 novembre prochain? Les négociations entre les 4 confédérations syndicales dépositaires du préavis et le pays ont été rompues cet après-midi. Les syndicats ont quitté la table des négociations, mais reviendront demain. Il reste encore 5 jours pour trouver un terrain d'entente. À la télévision ce vendredi soir, sur Polynésie la Première, votre série policière française OPJ, suivie de 2 épisodes de la saison 2 de The Lawyer. Merci d'avoir été avec nous. Demain matin, les informations en radio, c'est à partir de 6h30. On se quitte sur ces images magnifiques de l'éclipse lunaire filmée cette nuit par Patrick Sing Sing. Je vous retrouve demain soir. Prenez bien soin de vous. Passez une très belle soirée. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la Première, internet et réseaux sociaux.